film sortira qui s'appelle Les baisers de secours. On va en parler dès aujourd'hui avec son auteur. Son auteur, c'est Philippe Garrel. Il est assez étonnant finalement que depuis que Microfilm existe, on n'ait jamais discuté ensemble. Philippe Garrel est en train de devenir un de ces innombrables cinéastes français qui sont toujours là, très très taciturnes, très obstinés, qui pensent beaucoup de choses sur le cinéma, qui sont nécessairement un peu des francs-tireurs et qui sont peut-être les gens qui, en priorité, passent à cette émission. Donc, on n'avait jamais trouvé l'occasion de discuter ensemble. Le film Les baisers de secours, que moi je trouve magnifique, est évidemment un bon point de départ. Et en relisant comme ça, à gauche, à droite, des choses qui avaient été écrites sur Garrel depuis quelques années, j'ai trouvé dans Deleuze, très 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 beau chapitre, où il dit... Depuis assez longtemps, dans les films de Garrel, il y a Joseph, Marie et l'enfant. Et alors, moi qui croyais avoir eu cette idée originale, je me suis rendu compte qu'elle était déjà relativement répandue. Et je me disais, alors, ces films, c'est intéressant parce qu'on essaie toujours de voir qui fait le bœuf, qui fait l'âne. C'est-à-dire, on essaie toujours de compléter une crèche et de se situer au début des choses, dans la jeunesse des choses. Donc, Philippe, tu as fait assez de films depuis les années 60, depuis la fin des années 60, pour qu'aujourd'hui on puisse très très raisonnablement parler d'une thématique, d'une inspiration, comme on peut en parler pour un peintre, pour un écrivain ou pour un musicien. Et lorsque Deleuze écrit ça sur toi, qu'est-ce que tu penses? Tu es surpris? Tu es content? Je n'arrive pas à tout comprendre ce qu'il dit, parce qu'il a une terminologie très inventée par lui, Deleuze. Il y a plein de concepts que je ne suis pas arrivé à saisir dans ce qu'il dit, mais là où je le suis, c'est plutôt sur le choix des gens de cette génération, c'est-à-dire quand il choisit Doyon, Ackerman. Alors là, je suis d'accord. Sur le choix, je suis d'accord. Mais sinon, j'arrive pas à tout comprendre, cette terminologie. Mais la personne me fascine. J'ai regardé le cours qu'il donnait à la FEMIS, qui était enregistré. Et tout, la personne me fascine vraiment, la présence. C'est des gens très intelligents. Ah oui, c'est plutôt un grand philosophe, oui. Il dit sur toi qu'il y a toujours l'homme, la femme et l'enfant, donc une situation absolument de base, mais que ça pourrait devenir sulpicien ou bébête ou faible, mais ça ne l'est pas parce que tu les filmes comme si chacun appartenait à une espèce différente, à un corps différent, à un matériau différent. C'est-à-dire que l'homme, la femme et l'enfant, ces trois ordres différents, il faut quand même les mettre ensemble. Et Oui, c'est lui qui a inventé l'histoire de l'inscription des corps, là, dont vous parlez maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que... Et peut-être là, il y a un quiproquo entre l'histoire des gens qui écrivent l'histoire des cinémas et des cinéastes. Mais alors moi, je comprends l'inscription des corps comme la présence, quoi. Ça. La présence de l'image et la présence des corps des acteurs, quoi. Et cette théorie doit être vraie, parce qu'un jour, j'ai accroché sur une image télé comme ça, qui était complètement... une espèce de documentaire fiction sur des taulards qui sortaient de tôle. Et je pensais, oh là, c'est très bien, j'ai tout regardé, c'était très très bien. C'était un cinéaste qui suivait des taulards, qui rejoignaient leur fiancé, des trucs comme ça. Et c'était, à la fin, j'ai regardé la signature, c'était Eddie Luntz. Bon. Alors donc, ça doit être vrai qu'il y a des films dont l'image a une force, et d'autres, au contraire, où les corps sont transparents et n'ont pas de présence, quoi. Alors, bon, j'ai compris, c'est une partie de Deleuze comme ça. Mais le mot présence, d'ailleurs, il l'utilise lui aussi, et c'est aussi ça qui m'avait frappé dans le film que j'ai vu de toi il y a quelques jours, c'était qu'il y avait pour les personnages une façon très très originale, enfin très à toi, d'être présent en général, la présence au cinéma. Bon, les gens sont là, ils sont in ou off, ou presque in ou presque off. On joue avec leur présence, ou alors ils ont, comme on dit, une présence de l'acteur, une présence physique, une sorte d'intimidation du corps qui est là. Et il me semble que ça fait longtemps que toi, tu travailles sur un autre type de présence. Par exemple, une scène commence, elle peut commencer sur un détail, sur un enfant qui dort, sur quelque chose qui n'est pas le cœur de la scène, et immédiatement, on a le sentiment qu'il y a des gens qui sont autour de cette image. Toujours cette idée de la crèche. Ouais, c'est aussi parce que c'est important ma présence derrière la caméra, c'est pareil. On peut filmer un cendrier, mais il peut avoir du poids. Ça, le plus fort, c'est chez Bresson, par exemple, si on regarde les détails, même si c'est pas quand il quitte les corps humains, ça reste
autant vivant et plein de pensées que si c'était quand c'est les personnages. Alors donc, mais je pense que c'est la personne qui est derrière la caméra, ça, c'est la mise en scène, justement. La mise en scène, ça consiste à ne jamais laisser un objet seul, de ne jamais abandonner un personnage, un objet, un décor, n'importe quoi, devant la caméra. Donc, tout est psychiquement investi. Voilà. Et de toujours... Alors, c'est pas du cinéma objectal, comme peut être des fois Bresson. C'est pas non plus du cinéma subjectif, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire que tout est vu à travers un personnage ou un seul point de vue. C'est peut-être ce que le cinéma maintenant est en train de commencer à explorer beaucoup plus sérieusement que par le passé. C'est un monde mental. Mais ça ne veut pas dire un monde de fantaisie, ou un monde onirique, ou un monde où on fait n'importe quoi. Ça donne toujours, effectivement, l'investissement subjectif, on pourrait dire l'âme, dans les objets qui sont, eux, filmés comme si ils étaient là un peu par hasard et en même temps extrêmement familiers. C'est ce mode de présence que je trouve très, 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 très fort dans le film, et qui va d'ailleurs très loin, puisqu'au début, enfin bon, on peut quand même dire en 2 mots, même si c'est pas très, très important l'histoire, de quoi parle le film. Il y a un cinéaste qui est toi, donc tu joues ton propre rôle, qui doit faire bouillir la marmite, qui doit nourrir sa famille. C'est très important, l'idée de nourriture. Non, l'idée de nourrir, comme on dit, se nourrir, nourrir. Et puis, la femme avec qui il vit, qui est actrice, il ne veut pas lui donner le rôle, qui sera son rôle à elle. Et elle le prend très très mal, et elle va, dans une scène absolument extraordinaire, trouver l'actrice à qui le rôle a été donné, qui n'est rien moins qu'Anémone, donc qui est ta première actrice. Ton premier film s'appelait Anémone, à qui elle fait un numéro extraordinaire, mais quand on regarde bien le numéro, ou d'ailleurs elle obtient ce qu'elle veut, c'est « je suis moi et tu es toi, nous sommes toutes les deux, il n'y a personne d'autre que nous là, et tout est possible ». C'est-à-dire qu'on peut tout se dire, on peut arriver à faire que le langage dise réellement quelque chose, qu'on réponde à une question. Il n'y a rien qui nous dispense d'être complètement présentes l'une à l'autre. Et à partir de là, chacun fait ce qu'il veut. Et le film démarre comme ça, très très fort. Après, l'histoire évolue, ça marche mal entre les deux. Ils se séparent, ils se rabibochent, et la fin est un peu indécidable. Comment tu fais avec... Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ces gens-là des acteurs? Est-ce que c'est des complices? Est-ce qu'ils rentrent dans les mêmes questions que toi? Ou est-ce que tu utilises, comme disons Rivette pourrait le faire, ou Romer, quelque chose qui est en eux? Quelle est la part de complicité qui protège et la part quand même de prédateur? Car dans le cinéma, il y a aussi de la prédation. Quand je filme quelqu'un, je le filme pour ce qu'il est. Toujours, je lui demande toujours d'être lui-même et tout ça. Mais ça, c'est peut-être aussi pour une autre chose, c'est qu'il faut tout le temps, dans la mise en scène des comédiens, que les gens jouent d'une manière exemplaire, qu'ils jouent un personnage négatif ou un personnage positif. Pour qu'il soit crédible, il faut toujours qu'il le joue l'investissant sans critiquer. Alors donc, je tente toujours de ramener les gens à eux-mêmes, et pour que ça soit intéressant, pour moi, c'est toujours des gens avec qui j'ai quand même une autre relation que le film seulement. Soit une relation dans le passé, soit une relation d'amitié, soit une relation de fascination dans les travaux parallèles qu'on fait dans la vie, la manière de concevoir le travail et tout. Donc je prends toujours des gens un peu d'une manière morale. C'est ça que je fais d'une manière morale. C'est-à-dire je sais pas c'est comme quand j'expliquais à mon opérateur le film que je voulais faire, je lui disais c'est la plus grande le film si on pouvait mettre un film à la plus grande distance qui soit de l'annuaire du cinéma, quoi. C'est-à-dire celui qui en sera le plus éloigné. Ben, c'est comme ça que je distribue mes films. Je le distribue dans le réel par rapport à des connivences réelles avec des gens. Et parce que sinon, je crois que la caméra me tomberait des mains, surtout. C'est-à-dire, j'ai pas assez de fascination pour le cinéma tel qu'il est, enfin, dans sa gloire et tout ça, auprès de
la population pour le pratiquer d'une manière qui soit courante et juste comme chef d'équipe, quoi. Donc je suis obligé de filmer des gens, soit que je retrouve, soit avec qui j'ai un morceau de vie commun ou des choses comme ça. Oui, parce que sinon, je me désintéresse très vite de ce que je dis, quoi. Doyon, par exemple, il parle assez bien de ça, qu'il faut qu'on ait un désir sincère de filmer ce qui est un peu comme dessiner, faire le portrait d'une personne, pour qu'on réussisse les choses. Parce que si on se retrouve en train de faire des commandes, comme des portraits de commandes, je veux dire, effectivement, très très vite, on n'a plus le même... on peut avoir des pulsions vis-à-vis des inconnus aussi, si on engage des acteurs inconnus. Mais enfin, quand même, c'est plus... Les choses sont plus riches, je pense, si on s'adresse à des gens avec qui on a des rapports dans la vie. C'est drôle parce que ce que tu dis, c'est... Je pensais à d'autres types de cinéastes comme, je sais pas, comme Rouche ou même comme Godard, donc plus anciens, qui, au contraire, l'idée c'était un peu on sort dans la rue et puis on rencontre quelqu'un et tout s'embraye. Et puis j'avais jamais effectivement pensé à quel point toi tu fais le contraire. Non, on fait l'inverse, on amène une caméra dans sa vie simplement. Voilà, on essaie de pas trop déranger et tout, que ça gêne pas trop, que ça ne pas gêner, ne ça pas fasse déranger. pas des traumatismes ou quoi. Si on commence à parler de choses qui vous sont vraiment chères, quoi. Mais également cette idée qu'il n'y a pas de miracle à escompter d'une rencontre prodigieuse en dehors de... Le seul miracle, c'est de réussir avec les gens que l'on connaît déjà. Ouais. Si moi, il y avait un domaine où j'ouvrais, qui soit plus que mettons, ce serait des gens qui serviraient de la caméra pour essayer d'abolir le hasard. Hein. Moi, le domaine que j'affectionne, mais où je m'interdis d'aller la plupart du temps, c'est le domaine du rêve, c'est-à-dire toute la... scientifiquement, j'entends toute la notation des rêves, et la reconstruction des rêves et des images des rêves et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai constaté que de nos jours, le rêve intéresse personne. Dans le cinéma qui est issu des rêves intéresse personne. Et au contraire, le cinéma qui est issu de la vie quotidienne accroche encore, parce que l'identification se fait sur un terrain matériellement quotidien de nos jours. Et donc, je m'interdis un peu ça. Mais si moi, je faisais si moi, j'ouvrais à l'infini mon champ d'investigation, je le ferais vers le rêve, je le ferais pas vers l'inconnu, les gens inconnus dans la vie réelle. Ça, c'est compliqué, parce que déjà, dans Freud, on trouvait... Il y avait un alinéa, comme ça, où il y a marqué « Je ne comprends pas pourquoi les artistes, ne s'inspirent pas plus des rêves. » Et... alors, il dit ça en toute bonne foi, et il écrit ça en toute bonne foi, mais en fait, c'est parce que le rêve, ça rapporte pas, on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas vivre... c'est très rare, les films qui soient... dont la source d'inspiration soit purement le rêve, et qui ait pu aboutir auprès du public. Au contraire, toutes les conduites de l'état diurne, tout de suite, trouvent l'idée du c'est comme ça, etc. Ou quoi. Et on dit c'est comme ça qu'on vit, mais jamais encore on a dit c'est comme ça qu'on rêve. Oui, parce que c'est peut-être plus proche du cinéma, en tout cas plus facile de montrer comment quelqu'un dans la vie dite normale, son corps est à moitié un corps somnambule, un corps de rêve, ou comme justement Bresson montrait bien la partie d'automatisme qui est 80% de nos gestes. Donc dans la vie sociale, il y a des cinéastes qui savent bien montrer ça. Donc ils montrent le rêve, mais dans la vie diurne. Alors qu'inversement, je vois guère que Buñuel, qui a réussi à imaginer à quoi ressemblerait tout le surréalisme, le sentiment de naturel un peu exagéré qu'on aurait dans un monde pas naturel, qui serait le monde du rêve. Mais je vois que Buñuel qui réussit à le rendre convaincant, parce qu'en général assez drôle dans les derniers films. Mais moi j'aimais beaucoup ça. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup l'impression d'être en train de rêver quand je voyais des films. Et comme jusqu'au début du cinéma, on trouve... et finalement, c'est l'imitation du réel, quand même, qui a fait... qui a accroché les populations, quoi. Sur le film, c'est les comportements du réel, oui. Parce que, par exemple, c'est comme... il y a un truc qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, là, qui, moi, me remet aussi pas mal de choses en question, ou qui montre quand même comment tout ça est fabriqué, quoi, à partir de la vie, mais c'est fabriqué. C'est l'histoire de quand on a découvert les vrais Louis Lumière, les premières prises il y
a pas très longtemps, quand on a découvert la première prise de l'arrivée du train en gare et de la sortie des lumières, où c'était tout noir, où les ouvriers tournaient tous le dos à la caméra, on voyait rien du tout, on voyait une espèce d'ombre sous-exposée, et qu'il avait fallu finalement pour qu'ils remettent tout en scène avec des gens en canotier ou quoi, des bicyclettes, des bleus de travail, de la lumière et tout, pour avoir son sortie des usines lumière ou avoir son arrivée du train en gare. Et donc tout est joué. On a toujours cru que c'était du reportage. Mais donc, ça, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut pas capter le vrai réel non plus. Donc, ce qu'il y a, c'est ce qui marche auprès des gens, enfin, au sens de, on pourrait dire, l'habitude, comment ils ont le cinéma comme habitude, c'est la transposition de faits quotidiens qui sont remis en scène et recomposés, et où on ne doit pas percevoir, justement, puisque nous, personne n'avait deviné qu'en fait qu'il avait mis en scène ces films, où on ne doit pas percevoir tout le trafic qu'a fait l'artiste pour arriver à rendre ça crédible et tout ça. Et quand, au contraire, on se base sur... quand on fait du cinéma, où on le fait d'après des données qui seraient des notations de rêve ou tout ça, comme agit la psychanalyse, on se rend compte que les gens, ça n'excite pas chez eux quelque chose de spirituel ou quoi. Mais ça, c'est une critique très d'entomologiste, on dit, ou je sais pas, quelque chose qui est très vu d'en haut, comme ça, c'est pas une critique. D'anthropologue, oui. Oui, parce que, par exemple, c'est comme dans le café qui a LTC, par exemple, il y a plein d'affiches des vieux films. Alors, on voit les films qui ont marché, les films qui ont pas marché, et il y a beaucoup de films qui ont marché, ils ont l'aube ou le jour dans leur titre, et donc leur thème. Et les autres, la nuit et tout, ils ont toujours moins bien marché. Et donc, tout ce qui est le noir, etc., le sombre ou la nuit, est déjà quelque chose qui va moins attirer les gens que ce qui est le jour, ou le matin, ou l'aube, ou tout ça. Dans les titres, on le voit. Alors, ça veut dire que sans doute, les gens ont besoin de vie, quoi, de quelque chose qui leur donne... Parce que les gens vont dans une salle obscure pour voir se lever le jour. Oui, oui. C'était ça, le cinéma. Oui. Tandis que maintenant, le problème, c'est que devant leur télévision, ils sont dans un faux jour ou dans une fausse nuit. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est pas la même... c'est beaucoup plus... Enfin, maintenant, si on regarde un film à la télévision le soir au ciné-club, c'est comme quand on lisait les temps modernes dans le temps. C'est-à-dire c'est un peu c'est quelque chose où il faut s'isoler pour être capable de voir un film. Et puis, il faut que ça soit tard, il faut qu'on soit bien prédisposé. Et puis, tout d'un coup, on tombe sur un film qu'on avait envie de revoir. Je sais pas, moi, j'ai revu un Milos Forman, comme ça, ancien, des premiers ou quoi. Et ça fonctionne, mais c'est différent. C'est comme quand on lisait les temps modernes et qu'on disait, bon, je vais lire toute la revue. Alors donc, il y a une espèce il faut une disponibilité très grande pour arriver, finalement sans doute plus grande pour arriver à voir un film à la télévision que dans une salle où on est tout de suite envahi par le cinéma, quoi. 35 mm qui est quand même quelque chose qui est une boîte à magie qui fonctionne bien, quoi. Tout à l'heure, on parlait du 35 mm, c'est toi qui utilisais le mot. D'un côté, on se disait, on doit pouvoir faire des films... J'avais trouvé une phrase que tu as dite en 78 au cahier. Le cinéma idéal, ce serait des couples qui tournent pour le bonheur de tourner. Et puis tu ajoutais qui montrent simplement à l'un, à l'autre ou à un ami. Puis tu disais aussi, mais ça coûte très cher. Et puis là, tout à l'heure, tu disais, oui, mais il faut le faire en 35 mm. Donc c'est cher. Donc qu'est-ce qui fait que le 35 mm, c'est la condition sine qua non du cinéma ? Tout à l'heure, tu parlais de lumière. Est-ce qu'on est donc, et toi, tu en es un bon exemple, puisque la lumière est capitale dans tes films, un peu même l'idée, un cinéma illuministe, on pourrait dire. Est-ce que le chapitre lumière, en un sens, il n'a pas d'histoire. C'est-à-dire que ça a commencé avec le train en gare de La Ciotat, ça peut continuer jusqu'à toi y compris. Et puis après, ou en même temps, ou dans le même moment, quelque chose qui n'avait rien à voir commencerait, qui s'appelle l'électronique, la vidéo. Toi, tu n'aimes pas tourner en vidéo. Tu n'en as jamais fait. C'est parce que le cinéma est un art, c'est-à-dire il n'y a pas de progrès dans le cinéma. Parce que les gens, c'est les marchands qui essaient de faire croire qu'il y a du progrès, tout ça, les inventeurs japonais ou les usines japonaises, ou en ce moment c'est les usines japonaises, mais dans le temps américaine ou quoi, qui essaient de faire croire qu'il y a un progrès dans le cinéma. Mais il n'y a pas de progrès, c'est comme la peinture ou les autres arts, c'est-à-dire la donnée, elle était la même, elle est la même depuis le début et elle bouge jamais, comme pour la toile, pour la peinture. Et quand un film est réussi, moi je le vois toujours exactement au même niveau, que ce soit Le Père Noël et les yeux bleus de Jean Eustache
ou l'arrivée du train en gare de la Ciotat, moi je vois pareil complètement. Il n'y a pas de... Ni ça ne se développe, ou c'est le cinéma. Bon, tac, on voit, ça y est, on est dans l'hypnose du cinéma, et puis c'est un film. Et il n'y a aucun progrès dans le... Enfin, c'est moi qui crois ça. C'est quelque chose qui est abouti pour toujours. Depuis le premier film de Lumière, le cinéma, il était déjà donné en entier. Alors donc, c'est pour ça que je pense que toute l'histoire de la duplication et tout ça, de la conservation, c'est beaucoup une histoire qui est liée au capitalisme et tout ça, mais je crois pas que ça puisse toucher ce qu'est le cinéma dans sa nature. Et moi, j'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours pensé que dès qu'on a une caméra 35 mm, qu'on ait un producteur ou qu'on n'en ait pas, qu'on tourne avec une star ou qu'on tourne avec un acteur, une actrice inconnue, on a le problème du cinéma à résoudre, qui est le problème de la mise en scène, si on se pose celui de la mise en scène, et on l'a dans son entier, du moment qu'on est en 35 avec une caméra. Et ça, c'est déjà dans l'inexplicable. Ça. Pourquoi le cinéma, c'est un art, et puis pas... pourquoi la radio, c'en est pas un, on ne sait pas, c'est comme ça. Mais c'est parce que quand le cinéma fait une espèce d'appart dans votre vie, quand vous voyez un vrai film, qui ne ressemble à rien d'autre, quoi. Qui est à la fois essentiel pour votre vie et qui est en dehors de votre temps quotidien. C'est vrai que c'est peut-être le seul art qui a à la fois accompagné la vie des gens et qui l'a exprimé. Et puis aussi, c'est un art qui est vécu de manière primitive par la population, parce que les gens, ils voient pas ça comme qu'ils vont au cinéma. Pour eux, c'est pas comme aller dans une galerie de peinture. Je veux dire, ils vont pas s'habiller pour ça ou quoi. Donc c'est encore quelque chose qui est vécu d'une manière qui est dans l'instinct collectif. Enfin, c'est quelqu'un qui l'y a mis, c'est Lumière, mais quelqu'un qui les maintient, ça peut être Godard ou je travaille à une autre époque ou n'importe. Mais comme on voit bien quand dans les livres qu'il y a sur Vigo, la manière dont Vigo parle du cinéma, c'est à la fois le Louvre, puis en même temps c'est comme c'est le terrain de basket du village ou de la ville, etc. C'est pareil, le ciné-club, tout ça, c'est un truc qui est très réel, quoi. Ça, c'est bien que ça soit très réel. Mais quel sens a alors de continuer à faire le cinéma, alors que d'un côté on sait que tout a été donné en une fois au début et que quand même il y a aussi une histoire, c'est-à-dire que tu arrives à un certain moment, tu commences à faire du cinéma dans les années 60, très jeune, avec très vite une réputation comme ça de petit Rimbaud, un peu post-nouvelle vague, très admiratif de Godard, avec des vrais points communs d'ailleurs avec Godard. À mon avis, tu as dû être le seul cinéaste à capter 68 et après. Enfin, pas 68, les barricades, mais les quelques années qui ont suivi. Puis après, tu as disparu plusieurs fois. On t'a cru réellement disparu. Il y a eu des hauts, des bas, plusieurs retours. Puis finalement, tu es là aujourd'hui. Mais d'un côté, donc, tu es un vieux jeune cinéaste. Parce que tu es jeune biologiquement et tu as déjà une œuvre. Et comment on peut loger ces deux savoirs, Parce que moi, la question du cinéma, enfin, comme art, justement, comme j'aurais pu m'attacher à un autre art comme travail, mais ça me passionne sincèrement. La dialectique, par exemple, qu'il y a entre le classicisme et la modernité, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Comment Godard a inventé une modernité au cinéma, par exemple, et comment personne d'autre, y compris moi, on arrive à le faire. Que dès qu'on sort de la narration, boum, on tombe tout de suite. Et comment il y en a un qui est arrivé à peindre à travailler avec une caméra et à être abstrait, on peut dire, comme la peinture abstraite, et qu'on puisse le lire, et que ça se suive, et que ça ait exactement que ça soit émouvant et tout ça, que ça parle au cœur, tout ça, avec des envolées, et que ça exprime les sentiments humains et tout ça, mais moderne. Et ce truc-là me passionne, c'est-à-dire comment la tradition classique, depuis Lumière, et puis l'histoire de Godard qui arrive et qui invente le cinéma moderne. Et moi qui n'y arrive pas, je veux dire, ni à faire complètement classique, ni à me faire comprendre si j'essaie de faire un film moderne, c'est un truc qui me passionne, c'est une recherche qui est sincère. Parce que quand même, j'ai aussi
le sentiment que le cinéma est très jeune quand même parce qu'il est quand même comme la plupart des plus beaux films qu'on voit, c'est comme je sais pas, c'est comme c'est des romans narratifs, je disais, des choses comme ça. On n'arrive pas à part Godard, on n'arrive pas à être moderne. Et tout de suite, si je sais pas, moi je suis tout le temps à Kerman, je trouve que c'est passionnant ce qu'elle fait et tout. Ou moi, tout d'un coup, on se dit tiens, là je vais plus faire le petit récit, là je vais essayer de pas faire ça comme à l'école, quoi, comme on nous apprend à faire. Finalement, on nous apprend peu la modernité à l'école. On nous apprend en classe de français, on nous apprend plutôt la tradition classique. Dès qu'on sort de ça, boum, on se casse la figure. On le sait nous-mêmes. En même temps, on fait des espèces d'objets satellites comme ça, mais ça ne sont plus des choses qui sont émouvantes ou qui touchent des gens, même si c'est un petit nombre. Et alors donc là, on a le fait qu'on achoppe sur un impossible, alors qu'un autre est arrivé. Je parlais d'Ackerman, j'en connais plein d'autres. Même Carax, il vient déjà de se cogner à ce problème oui, ça va de plus en plus vite. Oui. En 50 cinémas, boum, il a trouvé ce problème. C'est-à-dire que dès qu'il sort du néoclassicisme un peu rapide, comme il était dans Boy Meets Girl, poum, ça ressemble à tout sauf à de l'art abstrait et ça ne peut pas être appelé réellement moderne comme sont les films de Godard. Il y a quelque chose que je trouve très, très agréable dans ce que tu dis, indépendamment de ce que tu dis, le contenu, c'est le fait de parler des autres cinéastes. Il y a quelque chose qui est des fois un peu pénible quand on discute avec les cinéastes, c'est le sentiment que chacun est seul au monde, ou que c'est la rivalité ou la fausse camaraderie. En tout cas, que les gens ne se voient pas, ne se fréquentent pas, ou ne peuvent même plus partager des questions aussi à la fois simples et compliquées que ce que tu viens de dire. Malheureusement, j'ai pas vu un film que tu as fait il y a pas très longtemps où tu parlais avec d'autres cinéastes. Je me souviens d'un autre où tu interviewais Doyon, et tu lui posais d'ailleurs une question. Sur comment filmer son enfant. Voilà. Comment c'est dangereux ou pas de filmer voilà. ces enfants quand ils sont petits. Et je trouvais formidable que ce ne soit pas une question de technique, d'art, d'esthétique, une question intellectuelle, mais une question qui est à mi-chemin entre le cinéma, montré ou pas, et puis la vie, montrée ou pas, son enfant. Et à quel moment tu as eu comme ça le sentiment qu'il y avait désormais des gens qui travaillaient parallèlement et qu'on pouvait aller voir de temps en temps, simplement pour discuter comme on prend un café? Par identification au metteur en scène. Oui. C'est-à-dire que quand je regarde un film, moi je m'identifie au metteur en scène, parce que comme je crois vraiment, enfin un film, hein, je sais pas, un Melville, un film, comme on croit vraiment que c'est une science, moi je crois vraiment que c'est une science. C'est-à-dire, je pense que d'un côté, il y a c'est une tournure d'esprit qu'on a au départ, et puis de l'autre côté, c'est aussi quelque chose qu'on s'apprend comme ça, de manière autodidacte, de film en film. En même temps, tout ça est dialectique, on n'arrive pas à faire de progrès, on ne peut pas faire mieux que soi-même, tout ça. Bon, enfin, c'est quand même une science, la mise en scène. Et alors, comme je m'identifie au metteur en scène quand je regarde un film qui me passionne, à partir du moment où je me suis retrouvé avec Rencontre de cinéma, les laboratoires ou les salles de montage, tout ça qui était en train de monter leurs films parallèlement, j'ai tout de suite vu qu'ils avaient le même problème que moi. C'est-à-dire qu'ils allaient faire des bons films et des mauvais films dans leur vie, qu'ils allaient avoir, mis à part que tel ou tel film d'eux soit bon ou un peu loupé objectivement, ils allaient avoir des périodes où ils avaient le vent en poupe, ou d'autres au contraire où ils étaient de nouveau méprisés et pas vus, alors, et qu'ils allaient avoir un peu de succès et un peu d'échecs, et que tout ça, ça allait faire nos vies de cinéastes parallèles. Alors je me suis dit qu'il valait mieux les suivre eux, que ça marche ou pas dans leur vie, parce qu'il y en aurait toujours un de nous qui allait servir de repoussoir pour monter un autre en épingle alors, et qu'il valait mieux être conscient de tout ce jeu et de pas attendre. Oui, c'est-à-dire, c'est aussi parce qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que tant que je rencontrais Eustache quand j'étais plus jeune, parce que j'avais là dans l'émission là dont on parlait, j'ai été rechercher une interview que j'avais fait de lui quand il avait fait le Père Noël. Alors bon, je devais avoir fait Les Enfants désaccordés, juste le premier court-métrage, c'était deux courts-métrages j'avais fait, j'avais pas encore fait de long-métrage, et je l'avais interviewé. Alors donc, et il y avait une espèce d'identification sur comment on faisait pour avoir de la pellicule, pour trouver de la pellicule,
pour pouvoir acheter de la pellicule, pour pouvoir avoir une caméra et tout ça. Et puis on n'était pas très sûr que ce soit ça le vrai cinéma. Parce on aurait pu simplement... ça aurait pu naître ailleurs que parmi nous. Et puis on nous aurait prouvé simplement que c'est pas ça qui intéressait les gens. Mais comme il n'y a rien eu d'autre et qu'il n'y a finalement pas grand-chose, que le mouvement de l'art, il est extrêmement fragile, au bout d'un moment, quand j'ai vu que Eustache, qui de sa vie n'avait cessé d'être un espoir, où on disait un jour il fera un grand film, etc. Puis tout d'un coup sa vie était déjà finie, et donc la vie était beaucoup plus courte. On avait sans doute beaucoup moins de temps qu'on croyait. Et puis après, on se retournait et on disait ah bah oui, ceux-là c'était des chefs-d'œuvre, les mauvaises fréquentations, le Père Noël ou la maman et la putain. Alors j'ai compris qu'en fait que le cinéma, on pouvait pas l'atteindre nous-mêmes, que c'était une mythologie qui faisait qu'après on accrochait ça et on disait bah oui, bah maintenant c'est comme un Griffiths, le Père Noël et les yeux bleus. Bon, c'est pareil, pour revenir à l'histoire, c'est du cinéma simplement. Et comme j'ai vu que ça pouvait pas se vivre au présent, je pense que peut-être ça a été comme ça tout le temps, que jamais un poète a pu vraiment se prendre pour un poète. Et c'est les autres qui le prennent pour un poète le jour où son œuvre est devenue sacrée. Alors donc j'ai compris qu'il fallait plutôt se voir et se servir de ça comme moyen de communication par rapport au fait de se rencontrer. Et que nos films, en fait, ils portaient toutes les traces de notre vie réelle en filigrane comme ça. Et que c'était plus intéressant de s'en servir aussi comme seconde utilité du film, le montrer à des gens qu'on connaîtra jamais, les spectateurs, et puis en même temps communiquer avec entre nous. Alors je fais toujours ça, dès qu'il y a un Doyon qui sort, ou un Ackerman, ou tout ça, ou un Benoît Jacot, boum, je vais seul, comme ça. Et c'est vraiment et ça me passionne maintenant autant que de faire des films. Parce qu'ils réussissent ou qu'ils loupent leur coup. Parce que je connais leur style à chacun, et ça me fait plaisir de les voir appliquer leur style, et ça me fait plaisir de les voir tenter quelque chose, parce que je sais quand ils tentent quelque chose, où je vois s'ils sont heureux ou malheureux à telle époque de leur vie, et comment leurs films sont très tristes, ou deviennent au contraire plus gais, ou tout ça. Et par contre, alors pour ce qui marche ou ce qui marche pas, parmi ces films-là, tout est relatif, mais parmi ces films-là, je dois avouer que j'y comprends rien du tout. Je crois ceux qui marchent mieux, c'est pas ceux que je trouve les mieux ou quoi, mais c'est parce que j'en ai fait un deuxième usage des films. C'est beaucoup plus de la communication directe avec eux, et ça me permet, comme je vois les films entre les moments où je les vois, de les suivre pas comme les autres les suivent, c'est-à-dire d'être extérieur à la mode, parce que j'ai compris que c'était eux les cinéastes de leur génération et de ce pays-là, puis voilà, puis que c'était ce qui ferait finalement, ça allait être appelé après le cinéma de cette époque et de cette génération. Ce que tu dis est assez émouvant, parce qu'il y a une sorte de prise en compte finalement heureuse du fait que les gens qui faisaient ce travail-là avant, qui étaient censés le faire, ou même la tradition cinéphilique était très auteuriste, donc quand on aimait un auteur, on le suivait. On le suivait pendant longtemps, on voyait tous les films, on les comparait, etc. Ça s'est beaucoup estompé, et que le mode de fonctionnement des médias aujourd'hui est plutôt fait sur le contraire. Ça veut dire sur la rencontre miraculeuse et obligatoire avec un objet qui vient de nulle part. Oui, un peu, ouais. C'est comme un ovni, mais surtout quand il y a un film qui marche. Quand on voit, par exemple, Prénom Carmen, moi je l'ai vu dans une salle d'exclusivité, c'était à la fois fantastique pour Godard que son film marche un peu, et que ça soit plein, etc. Puis en même temps, je regardais tous les gens et je me sentais perdu au milieu de ça, parce que je voyais des gens complètement différents de ceux qui aimaient des films de Godard d'habitude ou quoi. Et alors, et là, j'avais justement c'est un peu, même le cinéma lui-même, il est un peu devenu, comme on dit, de la télévision. Il est un peu inhumain quand même. Donc c'est peut-être pour ça que c'est important qu'il garde quelque part une échelle humaine, quoi. Et je trouve que c'est bien de pratiquer le cinéma comme ça, d'une manière avec d'autres, quoi, parallèlement à d'autres, en tout cas. En dehors des gens que tu as cités, Doyon, Ackerman, etc., est-ce qu'il y en a d'autres de ta génération plus jeune qui t'intriguent, que tu aimerais connaître? C'est-à-dire maintenant, déjà, je reçois beaucoup d'appels de l'extérieur de l'université ou tout ça, du cinéma, ou je vois des courts-métrages ou tout ça. Mais quand même, moi, je suis assez... c'est à tout ou rien. C'est-à-dire, le jour où j'ai vu le premier Carax, par exemple, tout de suite, j'étais très, très emballé par... Je comprenais tout ce qu'il disait, etc. J'avais pas de...
Et donc, je me dis que si quelqu'un émet, je sais qu'on a toujours du mal à savoir que s'il y a des gens qui émettent des choses qui pourraient m'intéresser, elles finiront par m'atteindre. Je pense à l'échelle du pays, oui, quand même, parce que je reste quand même très. Puis ça m'intéresse, je pense que ça n'existe pas une génération où il n'y a pas des jeunes gens qui disent moi je veux être un des artistes qui exerce tel art et qui prend tel art en charge. Je pense que ça n'existe jamais, donc il y a forcément derrière une génération de cinéastes qui a tout autant de valeur et tout ça, mais jusqu'à maintenant aucun ne m'a choqué au sens comme certaines générations ont pu être choquées à un moment par la nouvelle vague en disant quand même, parce que très longtemps, c'est des articles sur la nouvelle vague, sur Godard spécialement, il ne sait pas faire un film, on n'entend rien, on comprend rien, on voit rien, c'est complètement... Et alors donc, j'ai pas eu de... Et au contraire, moi, ce que j'attends après Carax, tout ça, c'est un cinéma qui ne soit pas artiste, qui ne soit pas de la poésie, entre guillemets. J'attends quelque chose de très prosaïque, parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui, avec le temps, se révélait. Je parlais du Père Noël et les yeux bleus. Le plus fort, c'est toujours ce qui est très prosaïque d'entrée. On a l'impression que, ah non, tiens, il n'exerce même pas un art ou quoi. Il fait juste du cinéma, déjà. Est-ce qu'on ne sait pas si c'est de l'art ou pas, mais ça ne sera jamais, entre guillemets, poétique ou de l'art ou voulu un chef-d'œuvre ou quoi, dans la volonté du cinéaste. Je pense toujours que c'est quelque chose de très prosaïque. Donc j'attends tout le temps ça, quelque chose qui soit très simple. Et bon, moi je suis accroché au 35 mm, mais peut-être que ce sera un film en 16 mm, et puis je comprendrai qu'il y a un mouvement de gens qui vont nous dire simplement... Parce qu'il y a quand même, entre les générations, il y a un problème de... Enfin, il y a toutes les greffes que l'histoire nous fait et tout ça. Il y a quand même, on n'est quand même pas pareil, les générations. Donc, il y a aussi toujours... Donc, de quoi il s'agit, il y a quelque chose à dire à chaque fois et à émettre, quoi. On va se voir la semaine prochaine parce que l'émission est quasiment finie, mais tu viens de donner toi-même ce parcours, là commencera. C'est-à-dire que là, on a parlé du cinéma en général, on a parlé de l'effet lumière, on a parlé de ces différentes familles, celles que tu filmes, celles que tu suis, celles dont tu deviens un peu le témoin et comment tu le vis. Mais la semaine prochaine, on parlera un petit peu quand même de ce que c'est qu'une génération, en l'occurrence la nôtre. Merci Philippe Garrel, à la semaine prochaine. C'est un peu lourd, mais il y a quand même presque 30 ans de cinéma, presque 25 ans. Et 25 ans quand même assez riche et assez intéressant. La dernière fois, j'avais dit, ça c'est mon avis personnel, mais je crois qu'il est assez partagé par plein de gens, si on prend cette chose appelée 68 en France et les quelques années qui ont suivi, il me semble que celui qui l'a, je dirais même pas qu'il l'a exprimé, celui qui a ressemblé à cette période, spontanément, qui l'a reflété plutôt comme un miroir, c'est toi. Et puis peut-être que celui qui l'a enterré, c'est peut-être Eustache dans La Maman et la Putain. Quand tu entends dire des choses comme ça aujourd'hui, ou quand tu y penses toi-même, qu'est-ce que ça te fait comme effet? Le sentiment d'avoir été, indépendamment de tout ce qu'on a dit sur l'effet basique du cinéma, l'effet lumière, les choses qui continuent, l'amitié, l'accompagnement des choses, il y a quand même aussi l'air du temps. Il y a aussi le fait de commencer dans la vie et dans le cinéma à un moment où il se passe quelque chose en France, et puis d'être celui par qui quelques images passent, et passent définitivement. Comment tu vois ça maintenant? Ça, c'est Godard qui a dit ça, d'ailleurs. C'est la pensée de Godard seul que Eustache était le plus grand cinéaste, le plus intéressant, comme ça, ce provincial. C'était peut-être ce qui lui faisait penser plus à Renoir, ou je sais pas, enfin là c'est déjà d'extrapolation, mais je sais que c'est lui qui a dit oui, Eustache, c'est le plus grand cinéaste de cette génération, enfin pas de cette génération, parce que c'était pas encore une génération, mais enfin de ce groupement de jeunes gens. Et puis c'est Godard aussi qui a dit oui, Marie pour mémoire, c'est un film. J'étais sifflé, j'étais sifflé pour Marie pour mémoire, parce que j'avais eu le prix, mais toute la salle sifflait, en demandant des explications, il scandait des explications. Et puis Godard, lui, avait vu que ce truc-là, sur des jeunes gens qui disent c'est plus possible comme ça, comme le film avait été fait en 67, et qui montrait pourquoi c'était plus possible, là où on parlait plus de la réalité, quoi, simplement parce que c'était contre le travail, contre la mise à pied, quoi, d'une jeunesse. Ça parlait des drogues hallucinogènes qui étaient rentrées dans le pays, alors que c'était nié partout et inconnu pour tout le monde.
Ça parlait du fait de faire... le personnage disait qu'il était en 8e année de philosophie, des interminables études comme ça, dans lesquelles on s'était débarrassé de toute la génération qu'on avait fabriquée après la guerre, enfin qu'on avait fait naître après la guerre, ou pendant la guerre pour Eustache. Et donc c'était un film citadin quand même, c'est-à-dire justement ce qu'étaient les jeunes gens. On a parlé du suicide et tout ça, et du fait qu'il fallait que quelque chose bouge et qu'il y avait une apologie de la folie et tout ça contre la psychiatrie. Il y avait... Et donc, c'est le premier qui a pensé, bon, ben, si quelqu'un de 19 ans aimait des trucs comme ça, c'est que c'est en vrai, c'est pas moi qui me raconte un truc. Si je vais à Nanterre et que d'autres groupes de gens sont en train de parler de la révolution ou de quelque chose, ou du besoin de liberté, j'ai pensé, ça c'est important. Et puis comme il avait dit, d'autre part, pour ce qui est de l'art du cinéma, c'est Eustache et tout. Et puis comme il est très important... pour moi, comme j'en parle toujours, comme Picasso pour les peintres d'aujourd'hui. Après, sa parole a été prise pour du savoir réel, et ça a été repris en relais par Langlois, qui a commencé à projeter ses films d'une manière systématique. Alors donc, ça a pu commencer à exister comme cinéma, parce que ça restait pas dans les boîtes. Mais je pense que c'est Godard qui est la personne on parlait de Deleuze, mais c'est Godard qui a fait en même temps qui a inventé le cinéma moderne, et qui en même temps a dit tout ce qu'il y avait de son vivant qui pouvait être du cinéma. Et c'est Langlois qui l'a agi comme projectionniste, quoi. Mmh. Et maintenant, ça paraît comme une chose... et s'il y avait un autre film aussi qui était Nicht Versöhn de Straub, qui était un film qui était considéré, et c'était très compliqué même à comprendre pour moi, Nicht Versöhn, parce que je croyais comprendre que c'est que entre une génération et deux pays et une frontière, etc., il y avait quelque chose, il y avait comme quelque chose qui pouvait se comparer. Et en fait, là où c'était le plus pour Godard, moi je savais pas, parce que j'avais pas encore ce problème, parce que je fuyais les autorités militaires pour pas faire mon service. Ce que je trouve était, par rapport à la nouvelle vague, c'était l'objecteur de conscience. Et c'était très important qu'il y ait un objecteur de conscience qui fasse des films. Et après, j'ai compris ça quand j'ai eu un procès militaire ou tous ces machins. J'ai compris que c'était important, un objecteur de conscience à l'époque des objecteurs de conscience. Donc. Et moi, j'avais pas besoin d'aide, parce que à l'époque, on faisait tout par la bande, c'est-à-dire on se faisait réformer au culot, quoi, et toutes ces choses-là. Je pense que Carax, quand même, quand j'ai vu c'est comme ça que ça a intéressé, je pense, les gens de cinéma, et Godard tout de suite aussi, immédiatement. Je pense que Boy Meets Girl, c'est quand même la voie d'accès qu'on a à la génération qui a derrière, justement. Parce qu'on voit très bien qu'au fond, ils ont bien, sans faire exprès, il y a des choses qui leur paraissent absurdes dans notre civilisation ou dans notre société, et ils émettent bien, en même temps que leurs histoires d'amour, enfin, dans le film de Carax surtout, il aimait bien quelque chose qui est comparable. Moi, quand je l'avais vu, je pensais... Ah bah oui, il sait peut-être même pas ce que c'est le situationnisme, par exemple, qu'on a trouvé bien, mais il y a quelque chose qui est passé chez lui, qui fait que s'il fait son petit héros, il parle avec un mec qui est un astronaute qui fait le tour de la Terre, ça dégage, ça c'est devenu le situationnisme est inclus. Et en fait, il faisait ça inconsciemment, simplement, il y avait quelque chose qui passait. Alors donc, je pense bien que le cinéma est fascinant, pas seulement pour les personnes qui agissent et qui le font comme metteurs en scène. Ça, c'est la question du problème de l'art si on se propose de faire de la mise en scène, qu'on a personnelle, mais ça émet aussi comme l'inconscient collectif d'une génération. Bon, mais voilà, ça dit, ah bah oui, ils ont tel genre de problème. Simplement, toi, tu as été un peu seul de ton espèce à un moment dans les années 75-80. Ah ouais, après, je me suis... Après, tu as eu... Là, c'est plus... je suis devenu un cinéaste très... confidentiel, etc. Puis j'ai fait beaucoup de films de recherche et tout ça. Et je me suis très braqué contre le culturel ou tout ça. Et je trouvais horrible, je sais pas, la construction de Beaubourg, tout ça, ça me choquait beaucoup. Par exemple, je trouvais ça fou que tout l'argent aille là, puis que je savais qu'ils allaient tenter d'avoir, si ça avait continué comme c'était parti, qu'ils allaient avoir les œuvres pour rien et qu'on allait avoir des cinéastes clochards
qui sont exposés dans des grands musées, dans des cadres dorés, quoi. Et ça me donnait cette idée-là de l'art. Je trouvais ça terrible, oui, cette espèce de... Et il y avait très peu de films à l'époque que je voyais qui trouvaient grâce. Il y avait Numéro de Godard ou tout ça, mais je trouvais que j'avais vraiment un problème avec la culture, là. Je voulais pas trouver toute la manière dont on battait le grain dans le pays. D'abord, c'était toujours des personnes qui étaient décédées, ou alors on exploitait énormément les cinéastes vivants, et on mélangeait le tout pour pas que ça se voie. Et les gens savaient plus très bien qui était mort, qui était vivant. Moi, j'ai un souvenir de l'art sous Pompidou, l'art sous Giscard, comme d'un cauchemar terrible. J'ai vécu ça, comme un cauchemar terrible. Et tu en es où maintenant par rapport à cette idée de culture? Oh bah maintenant, quand même, si je demande un peu de sous, on me donne pas des aides, par exemple pour le film, là, Le baiser de secours, j'ai demandé l'avance sur recette, on m'a dit non, on peut pas vous donner l'avance sur recette parce que vous faites de la recherche, mais on va vous donner une avance de recherche. Ils ont donné pareil à Straub, par exemple. Alors ils ont dit bon, bah, alors ils divisent une avance sur recette par 4, puis ils nous donnent un quart d'une avance sur recette en disant vous faites votre recherche. Mais en même temps, ça se fait facilement, quoi. C'est-à-dire que si on est sur un terrain d'égalité avec eux, que si quelque part on est autant le cinéma qu'eux. Alors qu'à un moment, tout ce qui n'était pas le centre du cinéma était considéré comme comme des schizophrènes, quoi, pas des artistes, des gens qui délirent sur la pellicule. Peut-être c'est pour ça que Godard aussi a fait toute sa recherche de vidéos et tout ça dans toutes ces années-là. Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes de la nouvelle vague ou apparentés qui ont tous traversé une période soit un peu obscure, soit un peu carrément expérimentale. Et puis tout le monde est plus ou moins revenu au début des années 80, où on a eu comme ça à pêle-mêle c'est à cause le de la Pont du politique, Nord, des choses comme ça. À cause de la politique artistique. Oui, peut-être que ça a changé, ou qu'eux avaient aussi besoin à un moment de revenir dans le cinéma. Et est-ce que ça a un sens pour toi maintenant, les années 80 pour toi, par exemple? Parce que Elles sont presque finies. Ça va très très vite, ouais, parce que c'est déjà fini. Oui, c'est-à-dire que je le vois comme... Il y a encore des injustices qui se jouent. Il y a un grand cinéaste comme Jean-Michel Barjol, par exemple, c'est un grand cinéaste complètement méconnu. Il a fait 40 courts-métrages, Jean-Michel, c'est un extraordinaire cinéaste. En plus, dans ses courts-métrages, il y a certains courts-métrages qui sont des chefs-d'œuvre. Alors, il y a encore Bokanowski, comme ça, à un moment, tout le monde pensait qu'il allait pouvoir tirer son épingle du jeu et faire des films visibles. Et puis, c'est un peu comme ça... mis en impasse et tout, mais on a rendu raison à beaucoup de gens quand même. C'est-à-dire, aussi bien Doyon, lui, il est venu, il s'est rabattu du cinéma spectaculaire comme ça assez vite, aussi bien Benoît Jacot qui lui fait un cinéma comme Corps et Biens, je trouve ça magnifique de Benoît Jacot. Lui voudrait faire un cinéma comme les films américains, comme ça. Ouais. Très puissant et tout, puis sans faire exprès, il fait des films qui sont incroyablement compliqués et intellectuels. Et moi, je trouve ça fantastique parce que lui, il fait même pas. Lui voudrait être un cinéaste populaire, quoi. Et donc, il s'est trouvé, mais enfin, quand même, en gros, il y a quand même déjà toute une partie du bataillon qui est passée de l'autre côté, quoi, qui a été, sinon plus regardé, du moins, enfin, pris au sérieux, quoi, mais que ce soit de nos jours, je pense personne dirait de Straub c'est un mauvais cinéaste. On dirait ça m'ennuie ou quoi, des gens qui aiment pas ça, mais jamais dire c'est un mauvais cinéaste. Donc ça a donné raison à beaucoup, et c'est quand même important parce que sinon les choses ne se vivent que dans les livres d'histoire de l'art très longtemps après, et puis en fait elles sont des vrais martyrs. Et moi j'ai encore du mal à m'extraire de ça, justement de cette époque, les années 80, c'est quand on veut essayer de sortir l'art de la souffrance, de la dépression nerveuse, du suicide et tout ça et tout, qui a quand même pas mal régné dans les années 70. Toute cette espèce de truc où tout d'un coup devenir un cinéaste, c'était un peu être un fou, comme un pilote automobile qui faisait du 400 à l'heure ou je ne sais. Alors qu'en fait, les gens, au contraire, les gens qui font du cinéma, c'est plutôt des gens inoffensifs, un peu comme ça, crédules et tout ça, et c'est plutôt des gens qui sont pas très solides ou très sûrs d'eux, ou qui savent pas très bien comment ils font les choses ou pourquoi, ou qui peuvent être confus parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer comment ils font fabriquer un film. Et donc ça a été admis, ça, quand même, par
tous les gens qui avaient fait des films de manière difficile, quand même, ont été reconnus et font des films. Mais je pense dans tous les métiers d'art, c'est pareil. Je pense, je vois bien au théâtre, parce que je connais un peu les gens de théâtre, tous les gens que moi j'aimais, qui étaient des gens très très fauchés, qui battaient le pavé avec un trou à leurs chaussures dans les années 70. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont un théâtre d'État et qui montent ce qu'ils veulent avec des moyens un peu plus... Parce que les années 80, on dirait que c'est des années de restauration dans le double sens du terme, dans le sens péjoratif, ça veut dire l'art de la restauration, avec le côté très restauration de la qualité française, enfin retour de vieilles esthétiques assez, pour nous, assez dégoûtantes, mais également restauration au sens restaurer ses forces, revenir, refuser de disparaître, et ça vaut pour beaucoup d'entre vous, ça vaut également pour toi. À partir de quel moment tu as pensé que le pire n'était pas toujours sûr, pour parler comme Claudel? À partir du moment où il fait souffrir. Parce que on peut dire, évidemment, ça fait des œuvres qui sont sauvages et tout ça, et ils sont faits en dehors du circuit de l'argent, mais réellement, et tout ça. Et donc, ce sont des choses qui sont... moi, je trouve qu'il vaut mieux que les films soient un peu plus académiques. Ça, c'est pour dire sur les années 80, et que les artistes soient plus heureux, plutôt que les films un peu plus beaux et qu'il y ait plus de morts. Je veux dire, parce que moi, au fond de moi-même, comme je suis fils d'artiste et que je trouve que l'art pour moi va de soi, comme le pain ou le manger ou la maison, je m'en fous un peu des œuvres elles-mêmes. J'aime mieux les artistes que les œuvres, et plutôt que d'avoir des œuvres. Ah oui, tiens, c'est formidable ce que tu dis, parce que j'allais oublier de poser la question. C'est que là, tu viens de dire une phrase qui est, à mon avis, typiquement ce que Truffaut aurait pu dire. Je pense que c'est quelqu'un qui préférait, qui avait finalement plus de culte ou de vénération pour les très grands cinéastes que pour les œuvres, contrairement à Godard, qui préfère toujours les œuvres aux gens. Et en voyant ton film, je me suis dit que tu jouais un petit peu, que tu parlais un petit peu comme Truffaut. C'est-à-dire avec cette voix très très particulière, cette voix un peu rêveuse, cette voix de tête que beaucoup de cinéastes ont visiblement quand ils jouent. Et ça m'a frappé comme... c'était assez inattendu parce qu'on ne pense pas tellement à Truffaut quand on voit tes films. Et je me suis dit, je vais lui poser la question. Parce que Truffaut aussi, c'est beaucoup interrogé sur comment on protégeait les gens, comment on protégeait la mémoire des morts, comment on protégeait ses amis, ou même comment on les protégeait des erreurs en leur faisant la morale, comment on protégeait une certaine idée... Bon, effectivement, elle aussi un peu peut-être académique et heureuse parce que y en a marre de la tragédie. Et tout d'un coup, quand tu dis ça, j'ai envie de te dire, et Truffaut alors. Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est passé de lui, qui est le grand film qu'on voudrait faire, on ne pourra pas le faire. Alors, c'est pas la peine de se saigner à blanc ni quoi. On fera des films pour continuer à vivre et par intérêt réel. Et en même temps, ce sera toujours zéro par rapport au grand film qu'on voudrait faire. Et puis si on le voulait, voir le grand film, il y a qu'à reprojeter Napoléon d'Abel Gance. Mais même Abel Gance, quand il le faisait, il ne savait pas. Alors donc, au bout d'un moment... Peut-être qu'Abel Gance le savait. Peut-être c'est un des rares qui n'a vraiment jamais eu honte d'être un artiste. Enfin, alors, qui n'a jamais eu peur d'être un artiste. Donc si on dit le grand film, on ne pourra jamais le faire, ce qu'il y a déjà un peu dans la nouvelle vague, quoi. C'est-à-dire, c'est génial, etc., de faire des films et des cinéastes, puis en même temps, on fait un film, c'est rien un film, parce que quand même, c'est même pas le remède contre le cancer. L'invention du cinéma, c'est rien à côté du remède contre le cancer qui sera trouvé un jour. Alors donc, c'est à la fois complètement prenant et exaltant et tout, et totalement ça s'évanouit. Le but recule, qui est le film dont on serait fier, il recule. C'est toujours les films dont on a honte, au lieu d'être les films dont on serait fier. Enfin bref, on n'a pas résolu la question film après film. Donc quand on a compris que tout ça c'était un peu le chaos, quoi, l'expression humaine, et que ça restait les grottes de Lascaux et les petites traces que font les enfants avec leur caca sur les murs dans les toilettes des maternelles, c'était l'art, c'est comme ça, que c'était de l'inscrit humain et qu'il fallait pas... c'était ce que ça devait être, on pourrait dire, par rapport à chaque personne. Et que c'était beaucoup plus automatique, qu'on n'y pouvait pas grand-chose, on ne pouvait pas élever ça, en tout cas. Quand on a compris ça, on s'intéresse aux gens qui ont une vie comme ça, parce que c'est drôle, simplement. Le fait quand on tourne un film, on croit que c'est très important, tout ça, il y a une montagne à remuer, on est dans une urgence absolue, tout ça. C'est
parce qu'on a un mirage, on a une espèce on court après quelque chose qui se dérobe, puis après on se demande pourquoi je me suis comme ça, complètement exalté, excité et tout. Et puis, dès qu'on en fait quelques-uns à la suite des uns des autres, on a compris ça après, qu'on courait après l'impossible. Alors, donc après, c'est simplement, oui, des êtres humains qui ont la même vie que nous, quoi. Qui ont une vie à la fois de liberté, parce qu'on est libre de penser notre temps et notre agir et nos sujets, et puis en même temps de contraintes, parce que la mise en scène, c'est aussi une technique, et la technique, c'est une très grande inquiétude tout le temps, et réflexion comme ça, comment on résout les choses techniquement. Et alors, donc on s'intéresse aux gens, c'est logique. La semaine dernière, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui était si je ne travaillais pas avec des gens qui sont d'une façon ou d'une autre dans ma vie, des amis, des anciennes connaissances, j'aurais pas le courage de tenir une caméra. Et j'ai oublié de te dire à ce moment-là, est-ce que c'est pas finalement ta définition à toi de la morale du cinéaste, c'est je ne tourne, c'est-à-dire que je ne prends le risque de la mise en scène qu'avec des gens avec qui par ailleurs j'ai aussi une relation donc humaine dans la vie. Et en même temps, est-ce que ça ne crée pas un cinéma très très domestique? Donc on avait commencé par parler de Jésus, Marie, le bœuf et l'âne, très touchant en tant que tel, mais comme il y a une loi au cinéma qui dit que quand il n'y a pas beaucoup de gens sur l'écran, il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle, ou que, comme tu viens de dire, on finit par regarder des gens qui nous ressemblent, qu'on aime bien, qui nous ressemblent, est-ce qu'il n'y a pas aussi un appauvrissement de ce sur quoi on dirige une caméra? Est-ce qu'il n'y a pas sans doute, une sorte de... Oui, c'est parce que c'est limite. De rétrécissement quand même. Bien sûr. Qui serait la marque de cette génération, ou le moment du cinéma actuel. Oui, qui est juste, dans les gens qui m'intéressent moi, qui est juste centré sur l'intime. Mais c'est parce qu'on est des cinéastes limites, c'est-à-dire que au sens de un peu moins. Alors ça, c'est pas sur la question de la fabrication du film qui nous passionne quand même tous beaucoup. C'est sur la question de la sortie du film. Je pense que sur la question de la sortie du film, on est déjà en limite, nous. C'est-à-dire qu'on les salles sur les boulevards, tout ça, les gens qui rentrent dans les cinémas, qui sortent, c'est des choses qui ne nous intéressent pas beaucoup. Comme rituel, j'entends le cinéma dans la vie quotidienne, le cinéma, la projection dans la salle, par rapport à, je sais pas, n'importe quoi, une conversation de café ou c'est pas, c'est quelque chose qui nous a fascinés. Et donc tout ce qui est projection a été déjà fait assez spécialement, on dit toujours la Cinémathèque ou certains cinémas du quartier latin ou des trucs comme ça. Et comme on est limite par rapport à ce rituel de civilisation qui est le cinéma, on trouve que c'est un peu, je sais pas, peut-être pour moi ça serait un peu comme le fait que le cirque est flamboyant. C'est-à-dire à la fois je trouve ça très bien parce que j'aime bien les gens du cirque et tout, mais au fond, philosophiquement, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui me touche très profondément. Et comme le cinéma dans sa sortie en ville et dans le pays, c'est un peu comme ça pour moi. Et je crois que c'est à cause de ça qu'on est limite. Ça nous intéresse pas énormément l'histoire sociale de faire un film, au sens de, une fois qu'on l'a fait, ce qu'on fait d'un film. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le bout de pellicule à mettre dans la caméra, puis comment on arrive à faire un plan avec une caméra, tout ça, un angle, un axe, une hauteur, comment on fait des plans, si un plan a de la présence ou pas, comment on le monte, ça nous intéresse, tout ce qui est manufacturé. Oui, c'est monter d'un côté, ou montrer de l'autre. Voilà. Mais pour certains, la passion de monter est plus grande. Et dans notre génération, il n'y a pas ça. Dans notre génération, ça les exalte complètement quand un film marche ou quand il sort, etc. et tout ça. Et ils trouvent que c'est très important finalement que on s'en serve pour aller dans toutes les villes de province et que les gens le voient. Et nous, on n'a pas beaucoup ça. Alors c'est pour ça que je disais qu'on était limite quelque part sur l'intérêt qu'on peut porter au cinéma. Le cinéma dans nos mœurs, j'entends. Et qu'on est tenu quand même par une passion de fabricant. Mmh. Mais là, on est dans des eaux assez godardiennes. C'est à quel moment on peut parfaitement envisager que quelqu'un fasse un film qui ait une grande qualité, enfin qui a une grande valeur intrinsèque parce qu'il a été fait, comme tu dis, très sincèrement et avec beaucoup de culot. Et puis que ce film
ne gagne rien à être vu par des centaines de gens ou à essayer d'être vu par des gens. Peut-être qu'il a un destinataire dans la vie. Je pense à quelqu'un que tu as bien connu, qui était Sylvina Boissonnas, qui existe toujours. Et je crois qu'elle avait fait un film qui s'appelait Un film, qui était un film extraordinaire, très très étonnant, où elle s'exposait beaucoup. Elle n'avait jamais fait de cinéma, c'était un long plan séquence, je crois. Et puis je me souviens qu'elle m'avait dit, mais j'ai montré ce film à ma mère, et ma mère a éclaté en sanglots. Et j'ai deviné qu'il y avait entre elle et sa mère un rapport très compliqué, comme souvent entre les mères et les filles, et qu'elle avait atteint son public, au sens mis dans le mille. Parce que les gens disaient, je vais faire un film comme je vais faire une psychanalyse. Oui, mais que le film était beau. Ça veut dire que si moi je voyais le film, je reconnaissais qu'il y avait une vraie visée, un vrai culot, une vraie idée visuelle, et que ça ne prouvait pas du tout, pour autant que... elle ferait du cinéma ou qu'elle était... bien sûr. Voilà. Et je me suis toujours rappelé de ça parce que je pense qu'on arrive maintenant dans des situations où ce que Sylvina faisait un peu parce qu'elle pouvait se le payer. Parce que les gens cherchent, pour Brissot, ils ont dit ça tout de suite. Ah, enfin, ça vient pas du cinéma, il était instituteur. Ah, bon, donc c'est intéressant, on parle d'un instituteur en film. Oui, bien sûr, il y a ce besoin-là d'alimenter à l'extérieur des gens de la profession. Oui. À quel moment... la ligne entre ce que l'on montre à qui veut le voir, donc quand même encore dans une structure de public, quiconque passe devant un cinéma, voit que ton film passe, rentre, bon, il a le droit de le voir, si tu veux, parce que bon, c'est le marché. Et à quel moment, s'il y avait une économie qui le permettait, donc ce n'était pas esclave des salles de cinéma qui elles-mêmes maintenant n'ont plus beaucoup de pouvoir économique, puisque le pouvoir économique est dans les médias, dans la pub. Si c'était possible, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement remplacer le mot public par « j'ai fait un objet qui s'appelle film et j'aimerais que les gens que j'aime le voient ». Mais est-ce que c'est pensable? Moi, c'est une question que je me pose. Ou est-ce que c'est pas un moment quand même trop... Si, parce que normalement, justement, la crèche. Si on imagine dans une université de cinéma, ça devrait projeter à tout va. On devrait rentrer dans une université de cinéma, il devrait y avoir 10 projections en train de fonctionner sur des très grands films, enfin des très beaux films. Et pourquoi on fait pas ça? On ne sait pas. Non, pourquoi ça reste. Mais ça, la nouvelle vague l'avait très bien compris. Et tout ça, c'est que le cinéma, c'est quand même c'est une pratique un peu mafieuse ou voyou, quoi. Et c'est ça que les gens aiment. Ils aiment que le cinéma, ça soit un peu comme ça. Il faut qu'il y ait du louche et du secret. Ouais. Et ça, Godard et tout ça, ils ont très très bien compris ça. Ils se sont beaucoup amusés avec ça. Ils ont bien fait marcher le public avec ça, avec. Quelque part, on est des voyous, on n'est pas des philosophes, on fait du cinéma. Et les gens, la population, me semble aimer ça beaucoup. C'est-à-dire quand même quelque chose qui est très... qui est grégaire, comme ça. Et que ça, dès qu'on sort de ce contexte-là, si on le met dans l'éducation, tout ça, ça perd ce charme-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on parle de choses qui sont à la fois... aussi important qu'un livre, mais quand même, c'est pas un livre. C'est à la fois c'est que du cinéma, c'est vulgaire comme art, et en même temps, c'est pas pareil. C'est un machin qu'on voit à plusieurs, etc., et qui est très... et c'est peut-être ce que nous, on n'a pas compris. Alors, par exemple, que Nouvelle Vague a très bien compris qu'il fallait jouer avec ça, et que Warhol avait compris aussi, parce qu'il a émis Chelsea Girl dans un cinéma downtown, on dit, je crois, qui était un cinéma très... comme si on mettait ça dans un cinéma populacier des boulevards, quoi, et où il mettait des œuvres d'art qui étaient fabriquées comme les objets qu'on voit au MoMA, au musée d'art moderne de New York. Et ce truc-là, c'est le plus fort au cinéma, c'est-à-dire le fait de rentrer des choses qui sont données comme sacrées, artistiques ou quoi dans du populaire, quoi. Oui, parce et c'est cette alliance-là qui crée voilà. l'impression cinéma ou quoi. L'impression cinéma, comme tu dis, c'est soit on montre un film très très différent de ce que les gens voient dans cette salle, auquel cas il peut se produire des effets tout à fait erratiques, soit, c'était plutôt le cas pour nous, on va voir dans une salle... tout à fait normal, des films eux-mêmes tout à fait normaux, mais on décide, par une sorte de folie d'interprétation ou de cinéphilie tout à fait exacerbée, que tel petit western de série Z est aussi beau que du Heidegger. Auquel cas, on ne joue pas le jeu de la salle. C'est toujours vécu en deux gestes très séparés. On ne joue pas le jeu du lieu. Oui. Voilà, ce que je me pose comme question. Aussi toujours parallèlement, parce qu'on voit toujours, même si on n'en voit pas beaucoup, on voit toujours des films, qu'est-ce qui réjouit en ce moment et qui attire tout le monde. On en voit toujours un dans l'année ou quoi, où on va au cinéma. Oui, mais c'était l'idée. Mais c'est fait en deux, voilà, c'est deux gestes très différents.
trouver le bon objet dans le mauvais lieu, c'est-à-dire pas dans le lieu prévu pour ça. Ouais. Alors j'ai le sentiment que le cinéma actuel ou celui que vous avez été obligé de faire, D'arriver à le faire coïncider pour que de nouveau on se dit le cinéma et puis en crise. c'est retrouver une maison. Ouais. Ça relie avec ce qu'on disait au tout début de notre conversation, c'est de retrouver un endroit où on parle d'abord de choses domestiques. On ne va plus tellement faire le tour du monde comme tu l'as fait ou un Rennais, parce que c'était aux Viviennes comme cinéma, par exemple. Parce c'est des cinémas populaires, des grands boulevards, le Vivienne, par exemple. Et maintenant, le fait qu'on voit et le grand cinéma qui marche et on a une politique d'auteur parallèle, comme ça, parce que des fois, le cinéma qui marche, vous sort par les yeux, c'est toujours les mêmes gens et tout. Alors, on a envie de respirer un autre air, mais on fait deux gestes très différents. On fait des gestes de pureté et au contraire des gestes de groupe où on se lie à la foule qui va voir tel grand film qui marche pour tout le monde. Et oui, c'est ça que la Nouvelle Vague avait très bien fait. C'était le fait de savoir marier les deux. Parce qu'à l'époque, c'était possible. Parce qu'à l'époque, à mon avis, il y avait suffisamment, tout bêtement, de nombre de spectateurs pour qu'une petite partie d'entre eux aille voir des films très étranges qui étaient en train de rompre avec les modèles classiques, mais qui étaient encore dans la famille. Les gens n'ont pas crié tout de suite quand Antonioni a fait La Nuit ou l'Éclipse. Dans l'Éclipse, il y a encore de long, alors que le film est réellement difficile. Mais 10 ans plus tard, là, le divorce est déjà un peu... il va être prononcé. C'est différent, par exemple, quand on tourne avec nos femmes, par exemple. À l'époque, s'ils tournaient avec leurs femmes, ils les font faire les stars. Oui. Ils leur mettent des lunettes noires et tout ça. Et puis, pour le public, c'est pareil. Ils savent pas que c'est des femmes, des metteurs en scène et tout. Ils ont des illusions que c'est pareil, les stars et tout, qui sont en train de regarder. Alors que, évidemment, si on prend Doyon ou moi et tout, à l'inverse, on filme vraiment... si on fait aucun travestissement, on fait l'inverse. On pense, là, on va pas faire comme les gens font du Star System. On va essayer de filmer, de faire un plan qui soit simple et sincère, tout ça. Et tout. Oui, c'est ça, c'est qu'on a voulu enlever le côté voyou du cinéma et pour le faire, je sais pas moi, avec moins en le faisant moins fictionné, tout ça, en le faisant moins parce qu'on pensait qu'on enlevait peut-être du bluff, quoi. Parce que il y a toujours une part de bluff dans les fictions, tout ça. Et puis, alors comme c'était parti, peut-être on a une impression d'appauvrissement du thème, parce qu'on dit, on est dans la description des hommes du commun des mortels. On parle du commun des mortels, on parle plus du héros, tout ça. Et peut-être que ça convient pas du tout au cinéma, ça. Mais même dans le commun des mortels, il n'y a pas tout le monde. Par exemple, toi, tu montres... dans ton film... Camus, il est bien arrivé à ce que le commun des mortels soit plus intéressant que le héros. Ça arrive aussi. Mais tu montres, par exemple, un autre couple qui écrit un scénario ensemble. Bon, donc, il y a une scène très, très, très jolie où la caméra est dehors et semble osciller, où on entend ce qu'ils se disent. C'est une conversation très, très sérieuse sur l'amour. Et là aussi, il y a le sentiment que tu filmes les gens que tu connais. Et que tu t'interdirais de filmer des gens que tu ne connais pas. Alors qu'avant, peut-être, dans le temps, un cinéaste dirait, je vais étudier, je vais... Là, je filme Kébadian, là. C'est Kébadian, qui est lui-même un cinéaste. Qui est un cinéaste de la télévision, puis qui est un de ceux qui fait quelque chose de très... qui est un peu comme, pour moi, comme était la Journade dans le temps, quand ils travaillaient à la télévision, là, tout ça. Alors, eux, ils ont des vies encore beaucoup plus austères, parce que la télévision, c'est de l'expression très anonyme, quand même. Parce que quand c'est des choses de la télévision, les gens regardent beaucoup moins qui parlent. Simplement, c'est bien parlé ou mal parlé, ou bien exprimé ou mal exprimé. Et Kébadian, il est comme ça, oui. Moi, je l'ai filmé parce qu'il m'intéresse dans la vie, comme que je regarde ses émissions, que je parle avec lui, tout ça. Puis il est plein de contradictions et que je m'identifie très bien. Je pense que si j'avais travaillé à la télévision, je serais comme lui, si je n'étais pas sorti de la télévision. Dans ton film, il y a également ton père. Ah oui, il y a souvent mon père. Ouais. Il y a souvent ton père dans tes films. Ouais. Là, il est particulièrement émouvant. Il a quand même 2-3 scènes importantes. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est assez unique, finalement. Dans ton film, il y a beaucoup de scènes où les gens discutent. Alors, passer les premières scènes très dramatiques, où là, il y a un enjeu. Après, c'est des scènes plus imprévisibles, où, en gros, le héros, enfin, le cinéaste, en l'occurrence toi, quand même assez embêté par ce qui lui arrive, car quand même il a été quitté par sa femme, discute avec des gens, dont d'ailleurs son père, qui lui donne des conseils, et qui dit des choses assez belles. Et je me suis dit que dans le cinéma, en général,
on faisait plus des scènes comme ça. C'est-à-dire que soit c'était un texte très écrit, qui était dit alors comme si c'était un texte classique, où il y a des grandes maximes, des phrases, ou disons, Bertrand Blier pourrait écrire comme ça un dialogue très brillant avec des mots d'auteur, où il y a 2-3 formules impérissables sur les hommes et les femmes, sur l'amour. Ou alors, on prend un style très faux direct, très babile, où les gens sont exagérément bêtes, ou cherchent leurs mots, ou sont... ce qui peut donner une situation de comédie. Ou alors, il n'y a plus du tout de scène comme ça, purement et simplement, puisque les personnages ne parlent plus, ce qui arrive dans pas mal de films. Et je me disais qu'il y avait quelque chose de beau dans ce film qui était tout bêtement réaliste, c'est-à-dire qu'il arrive quand même dans la vie que des gens proches, à qui on parle de choses graves, ne disent pas de bêtises, disent des choses qui sont senties, qu'on écoute. Ça a beaucoup à voir avec la présence dont on parlait au début. Au moment où les choses sont dites, elles sont très présentes. À un moment, la femme dit « Moi, je pense qu'entre les hommes et les femmes, ils ne communiquent que pour parler d'amour. Le reste du temps, ils ne parlent jamais des mêmes choses. » Bon, c'est pas le mot d'auteur qui serait exagéré. C'est pas non plus la chose que on a le sentiment que le personnage vient de trouver ou qu'on lui a soufflé. C'est cette sorte de dignité du tout venant, alors, qui existe et qui fait que les mots, quand même, ils disent quelque chose. Alors, cela dit, le film est dialogué par Marc Chodolenko, qui est un écrivain professionnel. Et je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec un dialoguiste différent de toi. C'est la première fois où j'ai laissé quelqu'un écrire mes dialogues et tout ça d'après le scénario. Et oui, non, mais ça, je trouvais ça bien que ça nous permettait de jouer, justement, que si ça avait été exprimé dans le style d'un autre. Mais ça me faisait penser à une chose, c'était que moi, j'essayais d'exprimer que les gens sont intelligents. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Ce qui m'apparaissait que Godard exprimait quand je voyais Alphaville, moi, je pensais, ah, mais il a compris qu'un homme et une femme, c'est un rapport d'intelligence comme ça, à la fois égal et en même temps complètement différent, et né enfin, que le cerveau de la femme, c'est pas le cerveau de l'homme, et en même temps, c'est d'intelligence qu'il s'agit, tout ça, bon. Et peut-être ce cinéma-là est moins... enfin, peut-être que le trajet que je devrais m'occuper de faire, ça serait de considérer que les hommes, les êtres humains, je parle des gens simples, hein, je parle d'intelligents, je parle pas de Albert Einstein, je parle de tout le monde, si je parle avec ma concierge, ou mon vieux concierge qui a fait la guerre, je sais pas, mais je devrais m'occuper qu'ils ont un cœur, et ça, je m'en occupe pas assez, peut-être. Et donc, c'est ce que Truffaut enseignait quand même, enfin, par ses films, c'était que aussi les hommes, tous, sont quelque part débordent d'amour pour... C'est des cellules, c'est 5 personnes, comme ça, mais que tout le monde a un cœur qui se vaut, quoi. Et donc tout ce cinéma qui est évidemment plus émouvant, etc., que le cinéma de Truffaut, est ce qui semble s'entendre de nos jours le mieux quand même dans le pays. Et le cinéma sur l'intelligence, c'est-à-dire pour moi le cinéma de Godard, c'est une chose qui est... C'est indispensable parce qu'on a besoin de temps en temps de faire le point sur sa vie, savoir si on a une vie intelligente, mais c'est quand même laissé en second plan par rapport au cinéma. Le cinéma, c'est français, on reconnaît que ses qualités, c'est d'être émouvant au sens sincère, qu'on est vraiment ému par quelque chose. Et peut-être ça, c'est le trajet que j'ai à faire, c'est-à-dire d'essayer de dessiner plus le cœur des gens et tout ça, et comment dans leur rapport, il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a aussi tous les rapports des gens entre eux qui s'aiment, qui ont l'échéance de la mort devant eux, et qui, avec cette échéance, fabriquent de l'amour les uns pour les autres par cellules. C'est ça dont je devrais m'occuper, peut-être. Eh bien, voilà un programme formidable, dont je ne doute pas que tu le remplira. N'oublions pas donc, les gens sont intelligents et ils ont un cœur. Sur ces paroles tout à fait incontournables, merci Philippe Garrel.